Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Brume Rouge, Nancy Oakley a compris que certains hommes étaient après Drummer. Son meilleur ami lui a confié qu'il avait été victime, par le passé, de visions troubles, à cause d'un mystérieux temple aux alentours de Marseille. Nous reprenons, alors qu'elle-même semble avoir un trouble de la vision. Bonne écoute de Brume Rouge, épisode 3. Pour l'instant, j'essaye de pas trop paniquer. Ok. Assez rapidement, il y a Elena qui rentre du travail. Qui, par habitude, et surtout parce que, à cause de ce qui s'est passé ce matin, il vient frapper à ta porte. Par l'arrière-boutique. Là, je vais lui ouvrir. Ah, alors, Nancy, ça s'est bien passé finalement avec ce bonhomme ? Bon, c'est une étrange histoire. Figure-toi que c'était un boxeur. Ah, bah c'est pour ça qu'il était tout esquinté. Voilà, il venait de se battre. Je suis allée le voir, je proposais mon aide, mais il n'en a pas voulu. Enfin bon, en fait, Monsieur Drummer est lié à des personnes peu fréquentables qui organisent des matchs truqués de boxe avec des paris. Donc, je t'avoue que je suis pas très rassurée de côtoyer ce genre de personnes. Ouais, je comprends. Ouais. Enfin bon, je sais que t'es un peu aventurière parfois à cause de ton métier, mais fais attention quand même. Tu m'as l'air exténuée. Ah bah j'avoue que ça fait depuis 4h du matin que je suis debout et il s'est passé pas mal de choses par rapport à mes journées standards de libraire. Tu veux qu'on dîne ensemble et puis après qu'on passe une bonne nuit chacune chez soi tranquillement ? Oui, c'est une bonne idée. Donc bah écoute, t'as qu'à venir manger chez moi, je t'appellerai quand ce sera prêt. Très bien, merci. Et puis elle monte faire son dîner. Tu comptes faire quelque chose avant de te coucher ou pas ? Ouais. J'essaie d'appeler un Monsieur Wilter qui est un collectionneur de livres excentriques et autodidacte. C'est un de mes meilleurs clients. Et je voudrais savoir s'il a entendu parler de l'ouvrage que je recherche. Tu appelles le numéro de Wilter. Tu sais que cet homme un peu singulier il habite un peu plus loin, un peu hors de la ville. Donc tu sais qu'un taxi t'emmène généralement là-bas quand tu dois y aller. T'avais pris le téléphone pour ça. Et quand t'appelles, c'est comme si la ligne était coupée. Comme si ça ne marchait pas. Tu te dis qu'effectivement, Wilter est sans doute une clé intéressante. Déjà parce que tout ce qui touche à un peu, on va dire, l'étrange, peut-être même l'occulte, il a des grandes connaissances là-dessus, il serait capable de t'aider. Mais il faudra sans doute que tu y ailles demain, parce que là, ça ne répond pas. Peut-être sa ligne a été coupée, peut-être une intempérie. Alors que tu raccroches le téléphone après avoir essayé une deuxième fois, tu entends Elena qui t'appelle pour le dîner. Tu dînes avec elle et elle te raconte sa journée avec un énième personnage important dont elle peut pas révéler le nom, qui a appelé pour en gros pour avoir des espèces de faveurs sur ses déclarations fiscales, etc. et que ça commence à l'énerver, ce genre de truc, il se croit toujours tout puissant. Enfin, elle te parle un peu de son travail en fait, et ça t'aide un peu à déconnecter en fait, ça te fait du bien. Et tu redescends ensuite pour te coucher, et cette fois-ci, espérer passer une nuit de sommeil complète. Tu t'endors, tu ne sais pas si ce sont les événements de la journée, les différentes lectures que tu as eues de ce livre, mais tu fais des rêves étranges. Tu t'égares, perdu, dans une brume rouge. Tu peux vraisemblablement sentir que tu n'es pas seul dans cette brume. Tu as l'impression que sans doute les personnes qui sont avec toi, tu pourrais les reconnaître si tu les voyais. Pour l'instant, tu ne vois que leur silhouette. Mais tu es dans cette brume et
tu ne sais pas trop où est-ce que tu dois aller. Tu sens des dangers, tu sens qu'il y a plusieurs chemins dans cette brume. Tu te réveilles pas entièrement reposé. Reposé, mais pas entièrement. Cette espèce de brume rouge qui persiste te trouble un peu. Et peut-être parce que tu n'es pas bien réveillé ce matin, peut-être que... Voilà, mais devant ta glace, quand tu te laves les dents, t'as comme un flash, encore une fois, comme si le mur derrière toi, il était rouge. Alors que non, il est blanc. Comme s'il y avait un filtre un peu. Une sorte de daltonisme temporaire, quelque chose comme ça, qui t'assaille. Et ça te renvoie tout de suite à cette urgence de... Tu n'as pas envie de... Je ne sais pas vers quoi ça mène. Tu as entendu parler de violence, de tout ça. Ça m'a un petit peu intrigué que Monsieur Wilter... En fait, c'est pas que ça répondait pas, c'est que c'était coupé, en fait. Ouais. Que ça n'aboutissait pas. Même si je sais qu'il vit en dehors de la ville, donc dans une maison en ruine. Donc, bon, peut-être qu'il a eu effectivement, des problèmes de raccordement. Mais... je me dis que il est passé une petite journée, mais une journée certes depuis que on m'a commandé la recherche du livre. Donc en premier, j'aimerais me rendre chez le docteur Angela Lake pour voir si elle souhaite potentiellement vendre son ouvrage. Et après, j'aimerais bien aller voir Monsieur Wilter. Tu décides de te rendre chez le docteur Angela Lake. Tu prends pour cela un bus qui t'y amène, je suppose, puisque tu fais attention à tes sous. Oui, si c'est possible de... Oui, c'est possible. Je fais ça. Tu arrives dans un quartier un peu plus chic que celui que tu quittes. Et tu arrives devant la maison du Dr Lake. Une petite propriété avec un petit jardin devant. C'est une maison de ville, mais il y a une grille en fer forgé quand même à l'entrée. Tu pousses la grille, tu fais les quelques mètres qui te séparent de la porte d'entrée et tu prends le heurtoir que tu frappes contre la porte. Après quelques minutes, un homme assez grand, une petite moustache, t'ouvre la porte. Ouais, c'est pourquoi. Bonjour monsieur, est-ce que Madame Angela Lake est présente ? Nous ne recevons pas les démunis. Il s'apprête à vouloir refermer la porte. Je mets mes mains sur la porte. Attendez, je ne demande pas l'aumône, monsieur, nous sommes mal compris. Je suis une ancienne élève du professeur Lake. Moi, ça ne l'intéresse pas, elle n'a pas le temps pour ça. Et il continue à... Personne qui veut fermer la porte. Très bien, alors, je recherche un ouvrage rare qu'elle a sa possession. Je voulais juste savoir si elle était vendeuse. Je sais pas, faudrait que j'aille lui demander. Elle a pas beaucoup de temps. Et c'est qui cet homme, en fait ? J'arrive à voir ? C'est une sorte de majordome, mais pas guindé comme... pas un majordome de classe, quoi. Quelqu'un un domestique. Okay. Tu vois qu'il rechigne un peu. J'ai un potentiel acheteur qui est prêt à payer le prix fort. Laissez-moi au moins m'entretenir quelques minutes avec Madame Lake, ça ne sera pas long, je ne la dérangerai pas longtemps. C'est la raison de ma venue. Je vais vous faire attendre dans le hall, je vais voir si elle veut bien vous recevoir. Et il te fait rentrer. Et donc t'es dans le hall de cette maison. Et c'est assez étrange. Un vrai cabinet de curiosité grandeur nature. Il y a des masques africains, des figures d'argile d'Europe, des icônes et des statuettes d'Asie. Voilà, plein de divers objets de différentes cultures. En fait, tu es dans le hall, tu aperçois le grand salon dans lequel est entré le domestique pour parler à
Dr Lake qui est au fond de la pièce, tu l'aperçois parce que la porte, il n'y a pas de porte fermée en fait, c'est un passage. Tu sens d'abord l'odeur et tu t'aperçois qu'en fait c'est une véritable ménagerie sa maison. Il y a plein d'animaux dans des cages notamment beaucoup de singes, des petits singes capucins. Par contre, t'es pas rare. T'as pas assez de connaissances pour savoir s'ils sont en bonne santé, pas en bonne santé. Enfin bon, c'est pas du tout quelque chose qui t'apparaît. Tu entends aussi des batraciens peut-être croasser, comme s'il y avait une mare quelque part. C'est vraisemblablement très 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 étrange. Et tu aperçois aussi dans cette grande pièce, ce grand salon dans lequel elle se tient, un tableau. Mais tu ne le vois pas bien de là où tu es. C'est un grand tableau et il y a une sorte de peut-être labyrinthe dessus. Tu te penches un peu pour regarder et tu vois que professeur Lake fait un geste comme ça de la main, semblant ne pas vouloir s'entretenir avec toi, et le domestique revient vers toi. Tu pressens presque la réponse qui va être faite. Néanmoins, Dr Lake avance derrière lui comme pour aller dans une autre pièce. En fait, elle va peut-être être non loin de toi. Et le domestique arrive et dit professeur, le Dr Lake ne reçoit personne actuellement. Je vais devoir vous demander de partir. Et le professeur Lake passe à ce moment-là pas très loin de toi. Je tente le tout pour le tout. J'essaye d'alpaguer le professeur Lake et je lui dis c'est au sujet de votre livre Pratique du culte des mystères mitraïques dans l'Empire d'Occident. Souhaitez-vous le vendre? Quand tu parles du livre, elle s'arrête un instant. Tu sens que tu as capté son attention. Elle hésite. Elle se retourne vers son domestique et elle lui dit merci Haskins, je vais la recevoir quelques instants. Et elle retourne dans le salon, t'invitant à la suivre pour quelques minutes, tu comprends. Tu pénètres dans ce salon et tu remarques ce tableau donc dont je te parlais. Tu vois une peinture qui semble assez récente, mais mine de rien. Et c'est un motif, c'est une spirale labyrinthique et sur laquelle est superposée l'image d'un cerveau humain. Tu vois que les bords de la toile sont rouges et tu as l'impression que le rouge disparaît de l'image pour aller sur les murs. Et à ce moment-là, tu entends plein de coassements de crapauds au même instant où tu réalises cela. Et tu as l'étrange intuition que le Dr Lake n'est pas est un peu relié finalement à cette histoire de brume rouge. Elle se retourne vers toi. Oui, donc je ne suis pas vendeuse de ce livre-là. Effectivement, j'en ai un exemplaire, mais je ne suis pas intéressé par la vente que c'est bien cela que vous souhaitiez faire. Oui. Vous avez arrêté d'être professeur, alors je regarde autour de moi, la grande demeure, les animaux, je dis, vous avez suffisamment de finances pour payer tout cela? Oui, je sais, les finances ne sont pas un souci. Elle te voit regarder un petit peu autour de toi et tu portes tes yeux où? Tu m'avais dit qu'il y avait des singes en cage, non? Je sais pas quoi. Oui, c'est ça. Tous les animaux que je vois autour de moi. Ah, je vois que vous êtes... vous avez remarqué que mes différents animaux qui m'entourent, vous voyez, je ne suis pas toute seule. Et ils sont mignons, n'est-ce pas? Ils sont en cage. Bah, parce qu'il faut que je les contienne. Vous savez, ils sont pleins d'énergie et pleins d'une vigueur primaire qu'il faut contenir, comme nous en quelque sorte. Mais
Leur place ne serait-elle pas dans leur habitat naturel ? Leur place serait peut-être libre, mais nous avons façonné, nous avons transformé leur habitat naturel et nous avons modifié pour qu'ils correspondent à une espèce de soi-disant civilisation, mais peut-être que c'est nous qui sommes dans l'erreur. Vous savez, il y a des forces primordiales dans la nature et dans la psyché humaine aussi. Des forces bien antérieures à notre existence. Ce sont ces forces qui ont guidé et dominé nos pensées. Certains groupes, comme les cultes mitrailles dont vous me parlez dans cet ouvrage, entretenaient déjà un lien assez particulier avec ces forces, qui sont en fait bénéfiques et que l'humanité n'a eu de cesse de repousser. Est-ce que vous connaissez bien ce livre ? Ou est-ce que vous l'avez juste dans votre bibliothèque ? Ah non, je le connais. Il parle de ces cultes justement, et le mystère central du culte mitraille, c'était le sacrifice du taureau. Peut-être le savez-vous ? Oui, effectivement, j'ai trouvé... j'ai pu lire quelques pages de l'exemplaire qui était à l'université, très bien. à la bibliothèque. Il était en mauvais état. Ah, vous m'envoyez désolé, mais vous voyez, ce sacrifice, c'est le symbole de l'union magique de la force de la bête primitive avec la conscience, intelligence de l'humain. C'est l'humain qui s'élève pour devenir un dieu. Dernière chose que j'en ai vue, c'est que c'est l'humain qui se rabaisse pour devenir une bête. De la violence pure, sans raison, sans limite. Ah, je crois que vous n'avez pas bien lu le livre, il devait être incomplet. Voyez-vous, c'est une méditation profonde sur soi qui permet à l'humain de se dépasser. Certaines personnes très talentueuses ou très liées à ces forces primaires qu'on peut appeler mystiques arrivent à ne plus être esclaves de ces forces et parviennent à les maîtriser et à en tirer des informations fort utiles. Est-ce que dans l'ouvrage que vous avez, il est fait mention d'effets secondaires comme des visions de modification de couleurs, surtout vis-à-vis de la couleur rouge Le livre en lui-même est rouge. Je n'ai pas connaissance de cela, non, je pense plutôt que il parle du culte, de la méditation que les adeptes devaient entreprendre, puis elle regarde un tout petit peu le tableau en disant ça, pour accéder à cet état supérieur, voyez-vous. Je me retourne aussi vers le tableau, je dis... Dans l'ouvrage complet que j'ai pu consulter, effectivement, il manquait visiblement le schéma d'un labyrinthe. Quel est le rapport de ce labyrinthe avec ce culte ? Ah, il manquait cette page. Ben, voyez-vous, le labyrinthe symbolise le chemin que doit parcourir celui qui veut s'élever. Donc, c'est une invitation à la méditation. Ça encourage un état d'esprit primal. Voilà. En contemplant le labyrinthe, on se débarrasse des pièges, des restrictions, de la civilisation, à chaque tournant, à chaque recoin, et qu'on arrive au noyau primordial, et on y arrive un peu informe, un peu vidé de tout le carcan civilisationnel qu'on a voulu nous mettre. Et on est libéré, et en fait on est juste un noyau de force brute, et on arrive alors à s'élever, effectivement. Mais je suis curieuse parce que ce livre-là n'est pas très connu et peu de gens s'y intéressent. Vous savez qui sont vos acheteurs, qui serait l'acheteur potentiel qui
Je suis curieux de savoir pourquoi vous êtes venu me voir à ce propos, en fait. Tu prends le parti de pas révéler tes sources, puisqu'en plus, c'est ce contrat que tu avais eu avec Marie Yates. Néanmoins, tu la soupçonnes qu'elle a une bonne idée de qui pourrait être le client. J'ai compris qu'elle était pas vendeuse. J'ai compris que elle n'avait pas toute sa tête enfermée avec ses animaux, qu'elle est complètement dans son monde, dans ses expérimentations. Donc, comme j'ai failli donner le nom de mon acheteur, je préfère couper court, et donc je lui dis merci d'avoir finalement accepté d'échanger quelques mots avec moi, Madame Lake. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Bien. Bah écoutez, bon courage. Au revoir. Et je tourne les talons et je tourne vers la porte d'entrée. D'accord, et tu sors de la maison. Tu sais que pour avoir cet ouvrage, ou bien faudra peut-être en dire plus et échanger encore plus avec le Dr Lake, mais bon, ça dévoilerait des choses, ou essayer d'y rentrer et de le dérober. Parce que celui de la bibliothèque n'est pas du tout en état pour être acheté par ton acheteur potentiel. En deuxième, j'avais prévu d'aller voir Monsieur Wilter. Donc Monsieur Wilter, il se trouve hors de la ville. Souvent, tu prends un taxi plutôt pour y aller, plutôt que le bus, parce que ça te fait faire plein de changements et ça, au bout d'un moment, ça sort pas. Donc tu essaies de voir s'il y a un taxi dans la rue qui passe. Tu n'en vois pas, donc peut-être que c'est une petite rue. Tu vas avancer un peu pour aller sur une rue plus passante et héler un taxi. Donc tu sors de ce quartier un peu résidentiel, on va dire, pour aller héler un taxi. Tu as l'impression que tu es suivi plus ou moins, ou que t'as l'impression qu'on te regarde. En fait, on te regarde partir de la maison, on te regarde aller quelque part. Tu sens un des yeux sur toi, ou comme si on essayait d'en apprendre plus. Tu repenses au Dr Lake et tu te dis peut-être que elle cherche à savoir qui est l'acheteur, ou voilà, t'as ce pressentiment. Tu finis par héler un taxi et tu montes dedans. Et tu te diriges vers la maison de Wilter, à l'extérieur de la ville. Donc c'est une petite ferme qu'il a dans une route, dans une impasse. Le taxi s'arrête à l'entrée en fait et te demande je dois attendre là, madame, ou... Oui, je demande d'attendre là. Ok. Il laisse le compteur tourner et il va se griller une cigarette. Tu descends en fait du taxi et donc la ferme est un peu plus loin et il y a toute une clôture quoi qui ceint la propriété. Tu arrives près du portail qui permet de remonter l'allée jusqu'à la maison et il est fermé. Et il y a une chaîne autour. Il est cadenassé. Tu t'étonnes que ça soit fermé, mais tu aperçois Wilter qui est caché dans une haie à proximité avec un fusil de chasse. Et tu te doutes que tu dois pas essayer de rentrer dans la propriété sans avoir parlé à Wilter avant, parce que c'est étrange et tu sais qu'il est un peu saugrenu, ce personnage. Je lève mes deux mains. Je fais Monsieur Wilter, c'est moi, Nancy Oakley. Le téléphone ne répondait pas, je venais juste voir si vous alliez bien. Il sort de la haie, il a son fusil de chasse. Ouais, j'ai pas le téléphone parce que je l'ai coupé, j'en ai marre des appels des marcheurs là, mais... Nancy, tu n'es pas comme d'habitude, Nancy. Je sais que tu ne franchiras pas cette ligne là. J'ai mis des protections. Je ne veux pas que tu souilles ma ferme. Mais enfin, Wilter, qu'est-ce qui t'arrive ?
Je ne sais pas ce que tu as, mais je sens que tu as quelque chose. Ici, je suis en sécurité. Ici, c'est protégé. Donc ne passe pas ces symboles. Et tu vois des pierres, en fait, avec des symboles étranges gravés, peints dessus, en fait, à la chaux. Si tu veux, on peut parler, mais tu franchis pas le seuil. Très bien. Je venais surtout voir comment tu allais parce que tu répondais pas, mais... Écoute, franchement, j'ai pas envie de discuter avec toi si t'as ton canon braqué sur moi. Et j'ai le taxi qui m'attend et qui a le compteur qui tourne, alors... Bon, j'ai ta parole, alors... Il baisse son fusil, il comprend que tu vas pas franchir le seuil. Est-ce que je peux t'aider, ma petite Nancy? Et tu t'aperçois qu'il reprend sa voix bienveillante, mais tu l'as vu très très effrayé et tu sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Tu cherches à te protéger contre quoi? Je me protège, tu sais bien, de tout ce qui pourrait... tout ce qui est dangereux et ma peau, tu portes quelque chose, tu es entré en contact de quelque chose, tu es contaminé, je le sens. Oui, c'est possible, mais c'était contre ma volonté. Ah, c'est toujours comme ça, c'est toujours contre notre volonté, mais... Dis-moi, est-ce que tu en sais plus? Parce que si je sais ce que c'est, peut-être je peux t'aider, je sais pas. Oui, j'ai le titre d'un ouvrage pour toi. Pratique du culte des mystères mitraïques dans l'Empire d'Occident. Une branche divergente du culte de Mitra. Visiblement, ça vénère la douleur, sacrifice d'un taureau pour obtenir des visions mystiques, quelque chose comme ça. Et oui, tu as raison, Wilter, je vais aller droit au but. Je cherche cet ouvrage pour un acheteur. Et j'ai été en contact d'une personne qui, je sais pas, visiblement a subi... Enfin, des fois, je vois des choses qui sont rouges alors qu'elles ne sont pas vraiment rouges. Voilà, c'est tout. Ma petite Nancy, tu sais bien qu'il y a des forces primordiales qui datent d'avant l'humanité. Tu le sais, je t'en ai déjà parlé. C'est vrai qu'il t'avait déjà parlé de ce genre de choses et que toi, c'était dans des livres qu'il recherchait, t'as pas cherché plus que ça, mais c'est vrai qu'il t'a déjà parlé de ça. C'est pas des concepts, abstraits, c'est réellement des dieux extraterrestres, tu comprends, Nancy? Ils nous imprègnent, ils nous envahissent, ils nous ont créés. Je ne sais pas si Nancy est croyante ou pas. Non. Mais elle pense pas non plus que Monsieur Wilter a raison. Ah, rappelez-vous, le Necronomicon dit, leur main est sur votre gorge, et pourtant vous ne les voyez pas, et leur habitation ne fait même qu'un avec votre esprit. Tu sais, Nancy, je t'ai déjà dit tout ça. Ces forces sont une contagion, et s'exposer à elles peut propager la maladie. C'est pour ça que je me protège, tu comprends? C'est un simple contact, peut-être la personne que tu as contacté ou avec qui tu as discuté, je ne sais pas. Et il faut que tu prennes tes précautions. Il faut trouver ce qui a causé l'infection et tout brûler. C'est comme ça. Faut tout brûler. Et si on brûle tout, alors tu seras peut-être remise. Tu as une arme. Tu as une arme, Nancy. Il faut te protéger. Non, je n'ai pas d'arme, Wilter. Bon, alors, il fouille dans ses poches, tu le vois fouiller dans ses grosses poches de sa salopette, et tiens, attrape ça. Et il te lance un pistolet avec quelques munitions. La plupart des gens peuvent pas comprendre, il faut mettre un terme à tout ça. Je compte sur toi, Nancy, pour ta survie et pour la nôtre. Mais je prends le pistolet que Wilter m'a donné. Il te regarde et... Tu as semblé hésiter. Qu'est-ce qu'il t'a dit, l'homme? Le contact que tu as eu, tu m'as dit il aurait... Et puis t'as pas fini ta phrase. Tu en sais plus sur son histoire, sur... Je sais que c'est un boxeur. Donc quelqu'un qui est effectivement en rapport avec
le combat, les douleurs physiques, mais je ne sais pas si il a fait quelque chose, si quelqu'un lui a fait... Je ne sais pas ce qui lui a rendu dans cet état-là, mais je sais que quelqu'un était à la recherche de ce livre et que visiblement il prêche le retour à l'instinct animal primaire. Cette personne là qui a des douleurs au cerveau, qui se frappe la tête, qui a fait preuve d'une animalité sans borne auprès de son adversaire sur le ring, a eu apparemment il y a 10 ans une expérience étrange dans une grotte à Marseille, une ville en France, et je ne sais plus trop, une histoire de brume rouge, de symboles, sur le paroi d'une grotte, et qui était mort le lendemain, mort de froid, enfin... Tu sais, les gens racontent des choses, on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Il faut que tu saches, ma petite Nancy, il y a des méthodes pour que des gens, des corrompus, essayent de contacter ces anciens dieux. Et il y a des méthodes qui peuvent être utilisées pour les lutter contre leur venue, pour les renvoyer de là où ils sont. Et en fait, c'est une porte ouverte peut aussi être fermée. Il faut faire attention. L'ennemi, il est à l'intérieur de nous. Et il est dans notre sang, dans nos os, dans nos esprits, dans notre gorge, tu vois. Et il faut les combattre. Voilà. Il y a plusieurs voies. Il y a une voie qui va faire venir les dieux et une voie qui va le renvoyer. Et il faut pas se tromper. Faut pas se laisser aller à nos pulsions. Et faut rester ce qu'on est. C'est comme ça qu'on va se sauvegarder. Tu comprends, ma petite Nancy? Oui, mais moi je ne sais pas comment arrêter cette chose. Il faut affronter le lien qui est réactivé. Et il faut se rendre sur place, à cet endroit où le lien se réactive. Et pour ça, il faut ensuite lutter contre ça. Je sais pas si je suis clair, Nancy, mais... Tu veux que je me rende à Marseille ? Ah bah, non, je ne pense pas, parce que le boxeur dont tu parles, il a été réactivé ici, là, donc c'est quelque part, là, c'est maintenant, c'est pas loin, je le sentais, c'est pour ça que j'ai protégé ma ferme. Je compte sur toi, Nancy. Après, il y aura plus que moi pour nous sauver tous. D'accord. Bah, prends soin de toi, Wilter. Je suis un peu... Je me dis qu'il a complètement perdu la boule. Ça fait un peu peur. Hein. Tu savais qu'il était un peu bizarre, un peu étrange, qu'il lisait des livres dont le nom des fois te semblait vraiment vrai, peut-être un peu malsain, et peut-être qu'il est devenu fou à lire tout ça et qu'il a trop lu de livres et qu'il est complètement perdu dans ses écrits et qui fait plus la part des choses. Mais bon, dans l'histoire, il a l'air bienveillant quand même, puisqu'il essaie de vouloir te protéger. Il t'a donné un pistolet, tu sais pas trop pourquoi, mais voilà où tu en es, quoi. Et le taxi tourne et... Oui, du coup, c'est pour ça que je dis prends soin de toi, et je retourne à petite foulée au taxi pour retourner chez moi. Et ainsi se termine Brume Rouge, épisode 3.